Bonjour à tous, j'avais publié sous une forme différente une vidéo pour cette auto sur mon autre chaîne. Autre chaîne qui pour X raisons va soit être très modifiée, soit disparaître. Marcel Dassault, le célèbre avionneur, disait « Pour qu'un avion vole bien, il faut qu'il soit beau ». En effet, on voit peu d'oiseaux laids et le guépard, qui est l'animal le plus rapide sur Terre, est très élégant. Et je pense que c'est pareil dans l'automobile. Une belle voiture, au moins dans notre esprit, roulera mieux. Et l'une des nations qui a produit le plus de belles automobiles, c'est le Royaume-Uni. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une MG que je trouve particulièrement élégante. Le Roadster Seaburster, qui devrait rouler au Royaume-Uni dès cet été et sera disponible chez nous fin 2024. Mais tout d'abord, intéressons-nous à la marque MG. Marque britannique centenaire, créée à Oxford qui s'appelait au début Morris Garage et qui vendait des Morris modifiés. Je simplifie. Ils n'ont ensuite gardé que les initiales de leur nom, la marque a plusieurs fois changé de propriétaire pour finir par être rachetée par le chinois SAIC en 2006. Je pense que la plupart d'entre nous connaissons surtout leur petit cabriolet sportif MGA, MGB, MGF, MGTF et modèles Midget, qui ont été animés par des moteurs 4, 6 ou 8 cylindres. Et en 2024, la marque qui est commercialement très agressive sur le marché européen et vend surtout des citadines et des SUV premier prix que je trouve assez sympas, représente quand même plus de 70% des ventes de voitures chinoises en France. C'est impressionnant, même si l'arrivée de nombreuses autres marques risque de faire fortement chuter ce pourcentage. Et donc, en 2024, ils arrivent avec un magnifique cabriolet qui pour moi n'a que deux défauts, on en parlera un peu plus tard. Le Seaburster qui a été dévoilé au salon de Shanghai pour les 100 ans de la marque. Je vous laisse admirer ces lignes extérieures que je trouve très pures et qui sont dénuées de tout artifice inutile. La face avant, prête à dévorer la route, ressemble à une gueule de requin. Ses flancs creusés donnent une impression de légèreté et de vitesse, même à l'arrêt. Regardez l'inclinaison du pare-brise. Cette auto est conçue pour fendre l'air. Comme on le voit sur cette photo, c'est une stricte de place. La face arrière est elle aussi très agressive avec ce renfoncement de la carrosserie, ses feux et clignotants en forme de flèche et cette ligne de LED qui, tout comme le bandeau arrière, s'incurve vers le bas dans les angles et lui donne un air méchant alors que je suis persuadé qu'à son volant, on a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. 4,53 m de long, 1,91 m de large et 1,33 m de haut. Un empattement de 2,66 m et malheureusement, mais on y reviendra plus tard, un poids de 2 tonnes. Des portes à ouverture en ciseaux, 2 sièges baquets, magnifiques les sièges, un habitacle cosy, un superbe volant, un magnifique tableau de bord entièrement orienté vers le conducteur et un coffre arrière de 249 litres, suffisant pour un week-end en amoureux. Il n'y a pas d'hésitation à avoir, on est bel et bien dans une sportive. 3 écrans sont situés derrière le volant et orientés vers le conducteur. Le central fait 10 pouces, les latéraux 7 et ils sont tactiles. Un 4e écran, également tactile, prend place sur le tunnel central. On est bien dans une voiture du 21e siècle. Et dans un second temps, mais normalement malheureusement pas en France, arrivera ce magnifique coupé aux lignes ultra sportives qui à mon avis fera se retourner beaucoup de têtes sur son passage. Regardez sa ligne vue de profil. Elle est sublime. Cette auto a été dessinée par le vent. Venons-en maintenant à leurs défauts qui sont communs aux deux modèles. Le premier, c'est le poids. Elles pèseront 2 tonnes, alors que pour moi, ce genre de véhicule ne doit pas dépasser les 1400 kg. Second défaut, qui est dû à la réglementation européenne et cette maladie mentale qui est leur pseudo-écologie punitive, elle ne sera disponible qu'en électrique. Eh oui,
Batterie lithium-ion nickel manganèse cobalt d'une capacité de 77 kWh, elle peut officiellement, parce que dans la réalité c'est souvent une autre histoire, passer de 10 à 80% de charge en 26 minutes. Elle est disponible soit en propulsion avec une puissance de 340 chevaux et une autonomie officielle de 500 km, soit en 4 roues motrices avec une puissance de 510 chevaux et une autonomie toujours officielle de 443 km. À savoir que si on reste dans le range 20 à 80% et qu'on s'amuse un peu à son volant, l'autonomie réelle sera plutôt de 150 à 250 km, grand maximum, ce qui est peu. Le 0 à 100 étant abattu en 5 secondes pour la première et 3 secondes 2 pour la seconde. La vitesse de pointe étant à peu près la même pour les deux autos, environ 200 km/h. Au niveau des prix, on parle de 66 000 € en France pour la version de base et 72 500 pour la plus puissante. Moi, ce que j'aurais aimé, même si je sais que fiscalement c'est compliqué, c'est qu'il y ait, dans la grande tradition britannique, une version avec un 6 cylindres en ligne de 3 litres qui aurait pesé moins de 1400 kg ou une version avec hybridation légère, comme ça se fait beaucoup, qui rajoute de la pêche au démarrage avec par exemple un 4 cylindres 2 litres qui pèserait toujours moins de 1400 kg. Je pense qu'à cause de sa motorisation, cette auto sera un échec commercial. Les clients qui achètent ce genre de voiture voulant une mécanique noble et vivante, qu'ils puissent admirer, qui émettent un son envoûtant, qui leur fasse remonter des vibrations dans la colonne vertébrale à chaque accélération et leur procure des expériences sensorielles qu'aucun moteur de machine à laver installé dans une voiture ne pourra jamais leur procurer. C'est bien dommage car c'est une auto que je trouve absolument magnifique, mais l'amputer ainsi de son âme et de son histoire, c'est presque criminel. Avec un 6 en ligne, mon choix se porterait sur le coupé. Et vous, plutôt coupé ou cabriolet? 6 cylindres ou moteur de machine à laver? Salut à tous.